Salut et bienvenue dans cet épisode numéro je sais pas trop combien des chroniques de symbolisme. Aujourd'hui je vais te parler de l'allergie aux cacahuètes ou de l'intolérance, mais généralement ça prend plus la forme d'une allergie. Comme d'hab, si tu connais pas le mécanisme des allergies, je t'invite à regarder l'épisode 0 qui est disponible sur YouTube ou Patreon de manière gratuite. Dans un premier temps, je vais essayer de te parler du symbolisme de l'arachide et de la cacahuète spécifiquement, puisque en fait à la base arachide ça veut juste dire cacahuète, c'est la plante qui fait des cacahuètes, mais nous on l'étend à tous les autres genres noix, amandes, etc. Mais c'est pas vraiment correct d'un point de vue scientifique et plantologie. Oui, je pense que le mot plantologie n'existe pas. D'habitude, je regarde dans plusieurs bouquins sur internet, etc. J'ai un bouquin qui s'appelle La symbolique des aliments, la corne d'abondance, et j'ai pas du tout compris la symbolique de la cacahuète dedans. Je vois pas du tout le rapport, ni avec ce que moi j'ai eu en thérapie, ni avec ce que moi je peux comprendre, et je dis pas que je détiens toute la vérité, mais ça me paraît vraiment pas pertinent. Par contre, j'ai beaucoup aimé le site Luminescence. Si tu connais pas, je t'invite à le regarder, généralement il est assez complet, et puis ils ont la vision des choses d'aborder, tu sais, le symbolisme, genre, bon bah voilà ce que nous on a trouvé, mais pas en mode gourou, c'est comme ça et puis c'est tout, bois mes paroles s'il te plaît parce que je suis un dieu. Moi j'aime bien cette approche-là. Il y a un truc qui me choque énormément quand tu regardes la cacahuète, c'est que elle est toujours par paire, c'est un peu comme les cerises. Et elle est vraiment dans une coque protectrice, quand tu regardes vraiment, je te parle pas du bol de cacahuètes que t'as avec tes apéros Skype, mais vraiment quand tu regardes le fruit, tu vois. Et moi, la plupart du temps, j'ai eu des gens qui étaient allergiques à la cacahuète, qui avaient soit perdu un frère ou une sœur, soit qui avaient perdu un jumeau, qu'ils le sachent ou non, soit qui avaient eu une maman qui avait fait une fausse couche ou un avortement avant eux. Alors ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vraiment beaucoup vue, cette symbolique-là, et elle est aussi possible pour des grossesses gémellaires qui en fait auraient dû être à 3 embryons. C'est aussi plus fréquent que ce qu'on pense en fait. Et le symbole du jumeau perdu, je t'en ai déjà parlé dans l'allergie aux œufs, parce qu'il vient aussi résonner là. Et c'est quelque chose qui est vraiment très présent, j'ai l'impression, en tout cas beaucoup pour notre génération. Alors peut-être c'est juste parce que avant on s'intéressait pas à ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler soit du syndrome du jumeau perdu, mais ils savent pas si c'est vrai, soit ils savent. Dans cet épisode-là, je vais peut-être te paraître un peu plus barrée, parce que je vais un peu plus te parler de transgénéalogie et de karmique. Donc désolée, c'est pas tes délires, mais en tout cas ça a aussi une importance, parce que il y a souvent quelque chose de très transgénéalogique ou de très karmique dans le fait de perdre un jumeau. Comme tu le sais sûrement déjà, les maladies ont une part symbolique qui vient de ce qu'on a vécu et de ce qu'on doit guérir, mais les maladies qui nous arrivent quand on est tout petit, il se peut qu'elles soient en lien avec notre karmique ou notre transgénéalogie. Quand il s'agit d'un enfant qui meurt, parce que c'est bien de cela dont on parle quand on parle de jumeaux perdus, tu peux trouver une cause dans la transgénéalogie ou dans le karmique, parce que la personne et l'âme de cet enfant-là, elle a rien vécu dans sa vie qui justifie qu'elle ait une maladie ou qu'elle justifie une mort. C'est un sujet très délicat, et c'est aussi un sujet tabou parce qu'on ne parle jamais des deuils périnataux, et moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dans ma famille, j'aurais dû avoir un frère jumeau, et j'aurais dû avoir un grand frère. J'ai un grand frère, mais j'aurais dû avoir 2 grands frères. Ça peut paraître anodin, parce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, parce que c'est fréquent les avortements, parce que c'est fréquent les fausses couches, mais c'est pas parce que c'est fréquent que c'est anecdotique, ou qu'il n'y a pas énormément de souffrance, de tristesse, ou d'autres émotions qui sont ajoutées à cela. Dans la plupart des cas, en plus, ces histoires-là, elles sont tabous même au sein des familles. Moi, j'ai eu la chance, parce que ma mère ne m'a jamais caché la fausse couche qu'elle avait faite, donc ça a jamais été un tabou. C'est pas pour autant que elle avait réussi à faire son deuil. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si aujourd'hui on en parle, il y a énormément de dessinatrices, je pense notamment à Corrigan qui fait des dessins sur les deuils périnataux, qui essaie de sensibiliser à cela. Mais moi j'ai vu tout un tas de personnes qui ont été confrontées à la mort d'un nouveau-né et qui ont été extrêmement mal accueillies par le corps médical. J'ai vu une infirmière dire « Oh vous savez, c'est que une fausse couche, donc c'est pas grave », et qui nie totalement ce que la personne est en train de vivre. J'ai vu des personnes qui ont l'élan de dire « Bah oui, mais qu'est-ce que t'allais annoncer ta grossesse avant les 3 mois parce que c'est sûr que t'allais le perdre ?» C'est extrêmement violent d'entendre ça. Et quand c'est pour entendre ça, au bout d'un moment, on préfère se taire et on préfère ne rien dire. J'ai vu des femmes qui n'étaient pas soutenues par leur mari. C'est moins fréquent aujourd'hui. Ou en tout cas, moi, j'ai moins eu ça. Bien sûr, il y a tout un tas de raisons médicales pour lesquelles tu pourrais perdre un enfant. Je vais pas en parler ici, je vais laisser la médecine faire son boulot et te donner les raisons médicales.
Pour ce qui est des raisons pour lesquelles les enfants ne viennent pas, c'est vraiment très divers et varié. Alors, soit ça dépend de la famille, soit ça dépend de l'âme avec laquelle elles auraient dû s'incarner, c'est-à-dire soit l'autre jumeau qui vit, soit les frères et sœurs, soit ça dépend directement de l'enfant et de son choix d'incarnation. Au moment où l'enfant choisit de s'incarner, il choisit sa famille, il choisit sa place, il choisit tout. Parfois, il choisit qu'il va mourir, parfois, cela se décide un peu après. J'ai déjà eu le cas, par exemple, d'un enfant qui était tout content de venir, mais qui a dû faire le choix en cours de route entre cette incarnation et rester dans le monde des esprits, où il avait pour mission d'aider beaucoup de personnes. À contre-cœur, il a choisi de ne pas venir s'incarner et de rester dans sa mission d'âme. C'est un choix que j'ai eu en dialogue intuitif et en médiumnité. C'est un choix qui, je pense, a déculpabilisé la maman, qui pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal et qui a mis de l'explication sur ce qu'elle était en train de vivre, parce que, notre cerveau, il aime pas ne pas comprendre. Et il a besoin d'une explication. Encore une fois, la vérité, on s'en fiche, et dans les cas-là, on pourra jamais vraiment vérifier si c'est vrai. Ce qui compte, c'est comment toi tu te sens avant et après, quel changement ça a eu, est-ce qu'ils étaient positifs ou est-ce qu'ils étaient négatifs pour toi. J'ai aussi eu le cas de 2 âmes qui veulent s'incarner, mais seulement un œuf est présent. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de fausse couche physique, puisqu'il n'y a pas un 2e œuf qui a été fécondé et puis qui a été perdu, mais il y a une âme qui reste en suspens parce qu'elle avait vraiment envie de s'incarner avec son jumeau ou sa jumelle et qui n'a pas pu venir. Souvent, ça génère beaucoup de frustration et de colère, peut-être même voire de la vengeance de la part de l'âme qui n'a pas pu s'incarner, et de la tristesse pour l'enfant qui est resté seul, puisque l'enfant avait fait le choix d'avoir un jumeau aussi, dans la plupart des cas. Encore une fois, ce que je te dis là, c'est jamais une vérité vraie, générale pour tout le monde. Il faut que tu ailles chercher ton cas. Moi, ce que je fais, c'est que je te donne des exemples pour voir ce qui résonne et ce qui résonne pas. Fais-toi confiance, si ça résonne pas, c'est sûrement pas ça. Fais-toi confiance, si ça résonne, c'est sûrement ça. Par contre, fais-moi confiance, c'est ce que je te dis t'énerve profondément et te sort de tes gonds, c'est sûrement que c'est ça, mais que t'es en déni dessus. T'inquiète pas, on est toutes passées par là. Il y a aussi le cas où il y a eu 2 œufs et un seul fécondé. C'est-à-dire que, imaginons, c'est pas mon cas, mais imaginons, moi je viens, et je veux venir toute seule. Mais le corps de ma mère aurait souhaité 2 enfants, et il y aurait eu 2 ovules. Et il se peut que moi, j'ai perdu ce jumeau que j'ai jamais eu, puisqu'en fait il n'y a jamais eu d'âme qui est venue, donc il n'y a pas une entité physique ou même subtile qui m'accompagne. En revanche, je peux quand même avoir la frustration d'être seule, parce que moi j'aurais voulu être à 2. Ça peut exister. Il y a des âmes qui font demi-tour en chemin parce qu'elles ne se sentent pas prêtes. Parce que, bien que la vie soit magnifique, elle est aussi extrêmement dure. Et on peut comprendre aussi pourquoi il y a certaines âmes qui meurent. Il faut pas oublier que nous, on voit une naissance. Et c'est magnifique les naissances. Mais une naissance au monde des vivants, c'est aussi une mort au monde des âmes. Et ça reste compliqué à vivre. D'un point de vue transgénéalogie, c'est souvent qu'il y a des jumeaux dans les lignées, et c'est souvent que leur mort n'a pas été résolue, ou que leur vie a été conflictuelle, etc. Non, ce n'est pas vrai qu'il y a forcément des jumeaux dans la lignée, avec 2 jumeaux vivants pour qu'il y ait des jumeaux plus tard, mais c'est aussi vrai que la plupart des grossesses gémellaires ne se détectent pas, parce que le premier œuf meurt ou est absorbé par le 2e de façon très rapide. Il y a des gens qui le savent et des gens qui ne le savent pas. L'allergie à la cacahuète, c'est un des symptômes que tu peux avoir, mais il y en a d'autres. Il y aurait par exemple le fait de se sentir seul, le fait d'avoir vraiment l'impression que quelqu'un te manque fortement alors que tu n'as jamais perdu personne dans ta vie, la sensation d'être 2, par exemple la sensation d'avoir une personnalité femme et une personnalité homme qui est très distincte, un peu comme si tu avais l'impression d'être bipolaire ou voire schizophrène, tu te demandes ce qui va pas, l'impression de partager ton corps avec quelqu'un d'autre. Par exemple, un des symptômes qui peut arriver, c'est le fait de prendre énormément de poids, de manger pour 2, de tout acheter en double. Il n'y a pas que dans ce cas des jumeaux perdus que ça arrive, ça peut être si tu perds ton mari par exemple, mais c'est une possibilité. C'est pas à négliger. Je crois aussi que le problème de l'allergie à la cacahuète peut venir du placenta. Dans ton placenta, tu as un chakra qu'on appelle le chakra oublié, puisque tu n'as plus ton placenta. Je t'en ai déjà parlé, mais souvent, le fait de retirer le placenta, c'est hyper violent et c'est mal vécu. C'est pas fait dans les lois de la nature et dans les lois du continuum. Ça peut être compliqué pour toi parce que ton placenta, quand tu nais, c'est un peu ta partie yang et ton côté masculin. Si tu perds cette partie de façon brutale et que tu l'as mal acceptée, tu peux avoir l'impression d'avoir perdu une partie de toi.
Dans ce cas-là, c'est comme si ton jumeau perdu était associé à ton placenta. Ça va pas être une âme à proprement parler ou une personne, c'est ce bout de toi, le placenta, qui t'a été retiré sans que tu comprennes pourquoi. Sachant que, c'est une info qu'aujourd'hui tout le monde devrait connaître, mais quand on naît, il y a un tiers de notre sang qui est toujours dans le placenta. Clamper le placenta trop vite, ça te coupe d'un tiers de tes ressources, d'un tiers de ton sang. Donc c'est pas juste métaphoriquement, on t'a enlevé quelque chose, physiquement et physiologiquement, on t'a retiré un tiers de ton sang. C'est énorme, un tiers. Bon, il y a aussi des choses un peu plus, à la fois évidentes et à la fois plus rares. La cacahuète, c'est une plante qui vient du Brésil à la base. C'était un problème karmiquement, transgénéalogiquement ou dans ta vie avec le Brésil, genre c'est mon cas. Je suis pas allergique aux cacahuètes, mais j'aime pas les cacahuètes. Et ben tu peux avoir un problème avec le Brésil, tu peux avoir un problème d'allergie aux cacahuètes. Si tu as une famille qui vient de là-bas, qui a été déportée par exemple, ou qui a dû fuir la guerre, ou peu importe, je connais pas de son histoire, ça peut venir résonner avec ça. Si tu as un problème avec tout ce qui est conquistador, avec l'idée que le mâle blanc vient et défonce tout le monde et prend les ressources des peuples minoritaires qui étaient là à la base, à l'origine, il se peut aussi que t'aies un problème avec la cacahuète, parce que c'est comme la patate ou le maïs, ça a été importé en fait, c'est pas quelque chose qui pousse chez nous normalement. Je te le dis pas souvent, mais c'est vrai aussi que faut regarder ce qu'il y a comme aliment dans les aliments auxquels t'es allergique. Peut-être que t'es pas allergique à la cacahuète et peut-être que t'es allergique au phosphore, parce qu'il y a beaucoup de phosphore dans la cacahuète. C'est pas à négliger non plus. Je sais que j'aime bien partir sur les symboliques, etc., mais c'est pas toujours le cas. Des fois, la symbolique, elle est quand même médicale. C'est juste qu'elle est cachée et tu le vois pas forcément dans l'allergie. Des cacahuètes, on en trouve partout en Amérique du Sud, on en trouve depuis un peu la nuit des temps, avec les civilisations pré-incaïques, donc avant les Incas, et du coup les Incas, les Mayas, etc. Donc pareil, si toi t'as une vie karmique de là-bas, qui s'est mal passée, je sais pas, surtout que la cacahuète était associée au rituel symbolique, souvent, donc peut-être que tu viens réagir avec ça aussi. En plus, bon là c'est des informations que je lis sur des sites internet, c'est pas des informations que moi j'ai eues en thérapie, mais souvent la cacahuète était associée au rite funéraire. Et donc là encore, tu vois, le lien avec la mort et le deuil. Alors c'est pas le symbolisme du peuple blanc, parce que du coup c'est d'Amérique du Sud, mais c'est pas grave, déjà c'est possible que ce soit ton cas, que t'aies un lien là-bas, soit karmiquement, soit physiquement, parce que tes parents viennent de là-bas, et puis peut-être que juste tu résonnes avec ça, même si c'est pas dans ta culture à proprement parler. T'as aussi le droit de raisonner avec quelque chose qui est pas dans ta culture, sans forcément faire de l'appropriation culturelle. J'ai fait un podcast dessus si ça t'intéresse. Plus globalement, la cacahuète, puisqu'elle est à deux, ça représente le principe de dualité. Le bien, le mal, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Donc ça peut aussi venir toucher ça. Moins fréquemment, mais de façon plus profonde aussi. Est-ce que t'as un problème avec ton féminin et ton masculin? Est-ce que t'as un problème d'équilibre? Est-ce que t'as l'impression d'être un peu extrémiste, toujours dans les extrêmes, et jamais réussir à être grise, t'es genre blanche ou noire? Ça peut venir aussi être réveillé par l'arachide. Elle est aussi énormément, la cacahuète, associée à la régénération et à la fertilité, parce qu'en fait, elle permet d'assainir et de régénérer les sols juste parce qu'elle est là. C'est incroyable. Et du coup, ben, encore une fois, si t'es une femme ou si de toute façon tu es issue d'une femme, parce que l'utérus a toujours été ta première maison, eh bien c'est possible que tu viennes être agacée par l'énergie de la cacahuète, genre toi quand t'étais bébé dans le ventre de ta mère, l'énergie de son utérus elle était pas ok, parce qu'il y a eu des deuils, parce qu'il y a eu des viols, parce qu'il y a eu des agressions, parce qu'il y a eu de la souffrance à cet endroit-là, parce que sûrement que ta mère était pas ok avec sa sexualité, parce que quasi aucune femme ne l'est. Et peut-être que du coup, ben, la cacahuète qui vient régénérer le sol fertile, elle t'énerve parce que c'est pas ce que toi t'as eu dans ta vie. Dans la culture moche, par exemple, désolé, c'est pas un jugement négatif, c'est comme ça qui s'appelle les moches. C'est une civilisation pré-incaïque, avant les Incas. C'est dur à dire ce mot. Et ben eux, par exemple, il y avait des cacahuètes qui étaient plantées, enfin en tout cas des arachides qui étaient plantés là où ils enterraient leurs morts. Comme pour régénérer ça, comme pour honorer la vie dans la mort. Excuse-moi, je ferai un ping-pong, mais là c'est une info qui vient de me venir. La cacahuète, elle est vraiment protégée par quelque chose, et si toi tu résonnes avec le jumeau perdu, ce quelque chose qui te protégeait toi et ton jumeau, c'est ta maman. Peut-être que tu as une colère inconsciente face à ta mère, parce que c'est son corps qui t'abritait toi et qui abritait son jumeau. Ne te culpabilise pas si c'est le cas, en fait, on est tous en colère contre nos parents et on a tous du mal à exprimer cette colère parce que on se sent ingrat de le faire, parce qu'on a énormément
d'amour pour nos parents, qu'on veut pas les blesser, etc. Et la colère envers ses parents, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre. Mais peut-être que ça existe aussi chez toi. Et c'est pas grave si ça existe, c'est juste que si ça existe et que tu le nommes pas et que tu en prends pas la responsabilité, ça va s'aggraver. Alors que si tu le regardes et que tu dis juste oh, ok, je suis bon, excuse-moi, j'étais en colère, bah c'est bon, ça passe et puis t'es plus en colère, on passe à autre chose. Donc voilà, globalement, ça tourne autour de ces problématiques-là. Je crois que je vais m'arrêter là. On pourrait peut-être en parler pendant des heures, mais je suis pas sûre que ce soit super pertinent. J'espère que cet épisode t'a plu. Je suis désolée pour le sujet des deuils périnataux qui est un sujet assez lourd, mais bon. Tu m'as pas demandé de te brosser dans le sens du poil. Si t'écoutes cet épisode-là, c'est sûrement que t'as besoin de guérir, ou en tout cas envie de guérir. Je suis désolée si c'est ton cas. Je t'envoie plein d'amour pour l'histoire que t'as vécue et celle de ta famille. Sache que t'es vraiment pas la seule à vivre ça, moi y compris. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager si ça t'a semblé pertinent, ou à commenter, ou à partager ton histoire à toi. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je te dis à très bien vite. Salut!